Bonjour à tous. Donc je voulais partager avec vous une analyse que nous avons réalisée sur la problématique de l'investissement en innovation en période de crise, regard un petit historique rapide et surtout par rapport à aujourd'hui, en période de résilience et de sortie de crise du coronavirus, qu'est-ce qui va dans le sens d'accroître les dépenses d'innovation et de R&D et plutôt d'attendre d'y voir plus clair pour relancer ces investissements. Comme c'est un débat assez partagé au niveau des responsables en entreprise, il apparaissait intéressant de faire une analyse assez précise, scientifique sur le sujet. Donc, il y a une étude, une analyse qui est disponible en ligne, que vous pouvez télécharger. Vous trouverez le lien dans le descriptif de la vidéo. Moi, je ne vous en présente que les éléments clés, mais vous avez une analyse plus complète avec toutes les références et des liens vers pas mal d'autres études. Donc, premier point, période de crise, et on a mis des vidéos que vous connaissez sur ce site. Les périodes de crise accélèrent l'innovation. On l'observe, ça a été mesuré, on n'a pas de doute sur cela. Mais investir à contre-cycle, décider en ce moment, alors que les chiffres d'affaires sont plus bas et autres, d'investir en innovation n'est pas évident. Alors, je cite un professeur d'HEC Montréal qui a fait un papier récent. Il dit, voilà, le constat global, c'est que les grandes crises ont toujours été des accélératrices d'innovation. C'est des périodes de rupture d'équilibre. Et le vrai danger, c'est de ne pas innover. Mais innover quand plus rien ne va, c'est choisir de ne pas baisser les bras, on réaffecte les ressources disponibles, on les combine autrement, on trouve des solutions, c'est un instinct de survie et il n'y a pas de vie sans innovation. Mais au-delà des discours généraux, l'impérieuse nécessité d'innovation en temps de crise, c'est pas aussi évident que cela quand on gère une entreprise. Et là, je cite un autre extrait d'un dossier qu'avait fait les Échos sur la relation entre innover en temps de crise. Alors voilà, il y a en cas de crise économique ou de modèle d'entreprise, faut-il freiner, faut-il rogner sur les budgets ? Le sens commun nous dit bien vite que non. Généralement, le discours ambiant encourage au contraire à accélérer, à faire du neuf. Et ce matin, j'écoutais le nouveau Premier ministre qui disait « faut en profiter pour faire des choses plus sophistiquées, plus innovantes, pour le green, pour être plus au service des gens et tout ». Donc il y a une demande d'innovation. Sauf que cette rhétorique n'est pas concrètement les entreprises. Le principal enjeu est de transformer en profondeur l'organisation, mais les budgets sont fortement contraints. Et plusieurs responsables nous disent, oui, mais à la fois on a une réduction des budgets qu'on comprend puisqu'il y a moins d'argent, et il y a beaucoup plus de choses à faire en termes d'innovation. Donc, moi j'ai regardé toute la littérature actuelle, analyse, avis des entreprises. On a fait une enquête sur une centaine d'entreprises et on l'a comparé avec d'autres travaux qui viennent d'être faits aussi par McKinsey et d'autres entreprises. Alors pratiquement tous les analystes, qu'ils soient entrepreneurs, qu'ils soient chambres de commerce, qu'ils soient responsables de filières professionnelles comme IMM, UMM et autres, tous vont dire attention au risque de baisser sa garde en période d'innovation. Alors, ça a un certain bon sens. On dit, par les temps qui courent, il faut d'abord assurer le quotidien. Et puis, on n'y voit pas très clair. Donc, faisons une pause jusqu'au début 2021, typiquement. On met le lab en veille, on met l'équipe innovation en veille, on réaffecte les personnes en attendant d'y voir plus clair. Et dès qu'on y verra plus clair, on relancera de nouveaux programmes. Plutôt horizon 2021. Est-ce que c'est prendre un risque ou pas? C'est bien le sujet qu'on veut analyser de façon précise et concrète. Bon. Alors, il faut savoir que sur les crises récentes, par partir de 1929, on a eu deux crises importantes au niveau économique, celle du milieu des années 80 et celle des subprimes, la chute de Lehman Brothers, c'est-à-dire 2008, en fait c'est fin 2007, et qui a eu un impact important, qui est encore en partie présent. Alors il y a eu deux études solides faites sur ces deux périodes qui comparaient les trajectoires des entreprises qui avaient maintenu leur investissement en innovation pendant la crise par rapport à celles qui l'avaient réduit. Une de McKinsey et une de McGraw-Hill Laboratory, sur années 80, McKinsey sur la crise des subprimes, comparant donc le pack des entreprises américaines qui avaient stabilisé ou diminué leur budget d'innovation et le pack de ceux qui l'avaient augmenté. Alors, il n'y a pas photo, l'avantage est déterminant par rapport à ceux qui ont investi en innovation en période de crise, beaucoup plus fort de croissance du chiffre d'affaires, de la profitabilité, du goodwill, aussi bien en sortie de crise, juste au moment de sortie de crise, et 5 ans après pour mesurer s'il y avait un impact.
En fait, ce qui ressort, c'est que quand on dit on va attendre de voir la tendance, dans quel sens ça va, ben, le sens, il va dans celui qui a été décidé par les entreprises les plus dynamiques et les plus innovantes. Donc, il y en a qui sortent en leadership et d'autres qui vont prendre un temps d'adaptation, en fait. Donc là, je vous les ai mis, vous pourrez télécharger ces types d'études pour voir que des analyses assez solides et bien faites ont montré que globalement, il y avait bien un avantage. Alors, si on prend le cas du Covid-19, alors là, je cite, c'est pas l'analyse qu'on a fait nous, mais celle de McKinsey est bien faite. Elle est faite sur 300 grandes entreprises, là, tout récemment, pour voir comment ils réagissaient en termes d'innovation pendant la crise. Alors, je cite, comment ont réagi les dirigeants de la crise du Covid-19 ? Comme on pouvait s'y attendre, ils sont concentrés largement sur le maintien de la continuité des activités, en particulier sur le core business. Ils ont réduit les coûts, stimulé la productivité, mis en œuvre des mesures de sécurité pour soutenir la croissance. Sans surprise, dans un premier temps, les investissements dans l'innovation en ont souffert. La baisse du focus innovation est évidente dans toutes les industries, sauf produits pharmaceutiques et médicaux, je passe à côté. Mais on va voir dans le détail. Ça a été la première réaction au moment de la crise la plus violente. Et je cite la suite de l'analyse. La volonté des dirigeants de ne pas se faire dépasser dans la définition de la reprise l'emporte ensuite rapidement. Et les dirigeants interrogés disent reprendre des initiatives d'innovation dès que la situation est stabilisée, que l'activité principale est sécurisée et que la voie à suivre est plus claire. Et là, il sépare bien deux axes. Il dit l'enquête montre une évolution très rapide des priorités stratégiques des dirigeants au fur et à mesure des étapes de la crise. Alors, je montre un tableau, prendre juste le temps de l'analyser, il n'est pas si compliqué. En fait, sur une question posée à 200 dirigeants d'entreprises clés, quelles a été vos priorités stratégiques dans cette crise ? Alors, ce qu'elles étaient avant la crise, priorité entre innovation, core business, efficacité opérationnelle, sécurité, santé au travail, fusion-acquisition. On va revoir ce qu'elle a été au plus profond de la crise, donc quand tout s'est arrêté, on a connu. Quelle est la priorité là, actuellement en période de résilience, et comment vous la voyez pour le retour à la croissance ? Alors, ce qui fera bien, on voit qu'avant la crise, vous voyez, priorité core business, 2, innovation, pratiquement au même niveau, 55% des boîtes. Plus profond de la crise, priorité sauver le core business, efficacité opérationnelle, monter des problématiques de sécurité au travail. La priorité innovation s'effondre à 23%. Et pas immédiatement, période de résilience, remontée de l'innovation en deuxième position, et pour le retour à la croissance, passage de l'innovation en première position. Et retour, je dirais, presque à une situation, même pas comme avant la crise, mais plus portée inno. Pourquoi ? Parce que pour sortir de la crise, il faut adapter ce que l'on faisait. Il faut des mesures de sécurité, il faut aller au-devant de la demande qui a un peu changé, il faut tenir compte du nouveau contexte, donc il faut adapter l'offre. Et si on ne le fait pas, on repart moins vite que les autres. Donc on voit que dans le schéma du passage de la crise, et on va zoomer après sur les étapes, cette étude s'appelle « L'innovation en temps de crise », pourquoi elle est plus critique que jamais. Alors en fait, et dans l'analyse que font les analyses de McKinsey, les dirigeants sont faits confrontés au choix soutien à court terme de l'existant, qui est évidemment vital, et support à une croissance nouvelle tirée par l'innovation. Et celle-ci, peut avoir des conséquences durables sur la capacité de croissance de l'entreprise. On va ressortir avec une offre adaptée, plus branchée sur les nouvelles tendances. L'enquête suggère que ceux qui continuent à privilégier la continuité et la sécurité actuellement, alors qu'on a passé la phase totale, ont une vision à trop courte vue, car de nouveaux modèles économiques ont déjà émergé des perturbations et dynamiques nées de la crise et sont portés par des entreprises plus innovantes. Ça, c'est très important. Dans les analyses du passé, si vous reportez à d'autres vidéos sur le passé, l'impact des crises, des entreprises comme Microsoft, comme Boeing, comme IBM, comme Airbus, aujourd'hui, comment dirais-je, Zoom, etc., démarrent à toute vitesse en sortie de crise parce qu'elles ont adapté leur offre à la demande. D'autres vont attendre de voir avant de décider d'y aller. Donc, on en a qui sont leaders, qui sortent de la crise en étant leaders. En fait, ils portent la sortie de crise. D'autres qui sont un peu plus suiveurs. Ça renvoie au principe d'Alan Kay, qui est souvent attribué à tort à Tom Peters, à savoir que le meilleur moyen d'anticiper le futur est de le définir. Et dans les contacts qu'on a eus avec une centaine d'entreprises, on voit très bien que des entreprises leaders, qui ont l'habitude d'être leaders, elles définissent la façon dont se fait la sortie de crise dès aujourd'hui par rapport à d'autres qui sont plus attentistes. Alors là, je vais zoomer, j'ai mis un schéma qui montre un peu la temporalité de cette période de crise
L'étude que nous avons menée, nous, elle retient 4 phases, un peu comme celle de McKinsey. Enfin, elle en retient 5, en fait. On a rajouté une phase à plus long et très long terme. Donc, avant la crise, je passe. La période de crise extrêmement dure, quand tout s'est arrêté. La période de résilience actuelle, ça remonte, mais ça remonte pas comme ça avec une belle courbe, ça monte. Il y a des paliers en ce moment. Beaucoup d'entreprises sont sur des paliers. Ça a bien redémarré, un peu plus vite que prévu d'ailleurs. Et puis on bute sur des paliers à 60% de l'activité, ou 70, ou 80. Et là, il faut faire des transformations assez importantes pour repartir en croissance, pour revenir au niveau. Et ensuite, il y a la vision à plus long terme. Qu'est-ce qui ressort de l'analyse et des analyses que l'on a vues et de la nôtre, c'est que les décisions prises en période 1, qu'on a vu chez McKinsey, à savoir, pas, pour l'instant, on assure l'existant, donc on verra un peu plus tard pour l'innovation. Dès la phase 2, pour remonter, eh bien, il y a plein d'innovations à faire pour arriver à remonter, pour adapter l'offre. Et ensuite, on se projette sur le long terme. Là, qui sont les visions zéro carbone à horizon 2040, 2050, 2035, avec des tendances à réduire très fortement les délais. Et on va voir. Alors, qu'est-ce que nous, on a fait? On s'est dit, pour mieux comprendre et avoir une analyse objective, il faut qu'on regarde quels sont les types d'innovations que lancent les entreprises actuellement, d'où ce retour d'expérience d'environ une centaine d'entreprises. Alors, il apparaît qu'il y a, on a catégorisé 4 grands types d'innovations par les temps d'aujourd'hui. Et là, j'ai mis en haut, vous voyez, les périodes, 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire cœur de la crise, période de résilience, sortie de crise et long terme. Alors, pour voir la nature. Alors, les innovations immédiates à très court terme. Alors, on en a vu plein, c'est relancer l'activité, espacer l'étape, prévoir des gels, etc. Mais des choses un peu plus sophistiquées, pouvoir réutiliser toutes les places d'un TGV, d'un avion, donc des problèmes de nettoyage, de purification de l'air, etc. Enfin, plein de choses pour pouvoir redémarrer l'activité. Donc, beaucoup d'innovations immédiates à très court terme, de type problem solving, il faut résoudre le problème. Et alors, c'est souvent des petits pas pour passer, même pour des choses qui étaient tombées très bas, d'activité d'hôtel, tout ça, de 15% d'utilisation à 18, et puis après à 22, puis après à 27, puis après à 30. Eh bien, ce sont des étapes qu'on fait en adaptant l'offre, donc de l'innovation rapide. Typiquement, des marges d'innovation de 1 à 6 mois, innovation rapide permettant de lever les blocages à la reprise, sinon il n'y a pas de reprise. Donc c'est pas parce qu'il y a reprise qu'on innove, c'est parce qu'on innove qu'il y a reprise. Faire bien attention de ne pas se tromper. Exemple, offre clean and safe, c'est une offre où le client est sûr que c'est clean pour des hôtels, parfois en coopérant entre des entreprises, la compagnie aérienne, celle de transport terrestre, l'hôtel, le centre de loisirs et tout, pour avoir une offre garantie et même une assurance qui fait qu'ils vont pouvoir le faire. Donc, organisation d'équipe projet, opérationnelle, responsable terrain. Il n'y a pas de recherche-développement pour ces innovations sur le problem solving à court terme. On combine des technologies existantes, beaucoup de transferts de technologies entre secteurs ou d'instituts technologiques, les outils digitaux et autres. Alors l'intérêt économique, puisque est-ce qu'il faut investir sur cela? Les coûts sont très faibles, il n'y a pas de recherche-développement, ce serait trop long. On utilise des technos existantes, surtout d'autres secteurs, qui sont accessibles dans des bonnes conditions. Le plus souvent coopération, énormément de coopération. Les entreprises qui ont le même problème, par exemple, nettoyer leur outil de transport, pouvoir relancer des machines dans les mêmes conditions. Elles ont les problèmes identiques, elles travaillent ensemble. Donc là, en termes de pure gestion, l'impact économique est élevé et rapide, puisque ça relance une partie de chiffre d'affaires, on débloque un champ de chiffre d'affaires, de demande. C'est rapide, donc du chiffre d'affaires induit, et on reconstitue des marges, puisqu'on va pouvoir augmenter le taux d'utilisation ou les volumes. Donc ces innovations-là, elles ne posent pas de problème particulier, elles demandent pas mal de gens, il faut être sur le pont, coopérer avec les équipes terrain, les gens de la supply chain, les gens du marketing, les gens de la vente, les gens de l'inno, voilà. Mais je dirais, sur ça, tout le monde est assez d'accord. Deuxième type d'innovation, celle de la période de résilience. Donc, période de résilience, on est dedans, ça redémarre, et vous voyez des informations parfois contradictoires, ça redémarre plus vite que prévu, et puis, ah non, ça démarre moins vite, passer une semaine bien, maintenant on a des problèmes, et donc il faut progressivement retrouver une activité dite normale, enfin nominale, disons, parce qu'elle ne va pas être tout à fait pareille. Ça, c'est des innovations à court moyen terme. On adapte rapidement l'offre. Ce qui ressort tout de suite, c'est que quand l'entreprise réouvre ou relance,
elle s'aperçoit que tout ne marche pas au même niveau. Il y a des produits qui se vendent très bien, ils correspondent bien à la crise. Il y en a d'autres, ils ont l'air déjà un petit peu, ils sont trop coûteux, ils sont un peu trop compliqués à utiliser, les gens veulent du basique, ils sont pas assez écolos, etc. Donc il va falloir adapter l'offre par des mesures pas trop coûteuses qui permettent de mieux caler à la nouvelle demande. Optimisation de l'offre, adaptation au nouveau contexte et nouvelles attentes, réduction des coûts. On désophistique pas mal, pourquoi avoir notamment des entrées de gamme qui soient plus performantes. On simplifie, on améliore, praticité, entrée de gamme plus accessible, un peu plus écolo, intégration de fonctions nouvelles par rapport à la demande nouvelle. Alors là, il faut une bonne écoute marketing. Une sortie de crise est toujours très difficile à interpréter. On a des phénomènes très courts de décompression. Les gens veulent une chose, puis quelques temps après, ça a déjà bougé. Ils veulent revenir à des choses plus classiques et autres. Donc, il faut une sacrée écoute marketing pour adapter. Donc, et puis, il faut aussi adapter l'offre premium. Il y a de l'argent qui a été non dépensé. Donc, il y a ce qu'on appelle des achats compensatoires. Achats compensatoires, c'est-à-dire on fait l'inverse de ce qu'on a vécu. On a été confinés, on veut des grands espaces, on n'était pas à l'aise dans son appartement, on achète des nouveaux meubles et des produits, comment dirais-je, blancs, donc à forte valeur ajoutée. Et donc là, cette écoute du marché fait qu'on adapte l'offre. On ne redémarre pas strictement avec l'offre qu'il y avait avant. On ne peut pas attendre de dire on a retrouvé des gros volumes de produits de vente. On les retrouve si on adapte au moins un peu. C'est pas tellement, il y a moins de révolutions qu'on ne le dit, mais il y a quand même des évolutions qui fait qu'il faut adapter. Donc, alors, on intègre des nouvelles technologies, mais là encore, on est sur du court-moyen terme. Faut des TRL élevés, Technology Readiness Level. On n'engage pas de grands programmes d'R&D, on n'est toujours pas sur ces axes-là. On peut introduire des technos nouvelles qu'on achète ou qu'on a développées. Donc, coût peu élevé de ces programmes d'innovation, peu de R&D, ou si c'est des technos nouvelles, elles sont déjà très prouvées. C'est pas de la recherche de base, on n'est pas dans l'époque, si vous voulez. Coopération surtout interne, c'est-à-dire il faut un bon dialogue entre le marketing qui voit évoluer la demande, donc contact direct et temps réel, la production qui doit s'adapter, est-ce qu'on peut adapter un peu l'outil et les produits, la distribution aussi, il faut des réseaux nouveaux, on a vu le développement des drives, etc., je passe des ventes en ligne. Coopération possible encore, on a une période plus coopérative, des entreprises peuvent coopérer pour harmoniser une offre qui soit plus attractive. Alors côté impact économique, si je suis responsable de gestion, c'est pas très élevé comme coût, c'est nécessaire pour que la production et la vente remontent rapidement et avec une marge, donc impact économique important, assez rapide sur les parts de marché, sur le chiffre d'affaires et meilleure marge. C'est là où se fait un tri entre des entreprises plus dynamiques dans la compréhension du nouveau contexte que d'autres qui attendent. Si elles attendent, leur remontée ne se fait pas au même volume. Alors sur ces points-là, j'avais déjà mis un tableau, mais on évolue tout le temps, de semaine en semaine, dans la meilleure compréhension du processus de sortie de crise par l'innovation. Alors, sur ces innovations qu'on vient de voir, les deux, les celles à très court terme, on débloque le fait de pouvoir rouvrir, d'ouvrir un centre de loisirs, de revendre des automobiles et tout, par des problèmes de blocage à court terme. Aujourd'hui, c'est encore les plus nombreuses dans les projets d'innovation. Et puis celles d'adaptation de l'offre. Adaptation, je dirais, c'est pas révolutionnaire, c'est une adaptation, optimisation de l'offre pour mieux cadrer sur les attentes de la société. Faut augmenter, adapter la production de ce qui se vend bien, qui est tendance, le reste, il faut l'adapter. Donc, c'est pour ces actions d'innovation rapide actuelles, vous avez en ligne des témoignages actuels d'entreprises comme Bouygues, Thales, Transdev, Chargeur, Crédit Agricole, Air France, SAD, Total, Deloitte, qui ont été présentés le 18 juin, il y a quelques 3 semaines en fait. Donc, vous pouvez les consulter comment réellement, en concret, ça se passe pour des entreprises sur ces innovations, pour voir les plus dynamiques. Alors, les points communs qu'on en a observés de ces innovations de sortie de crise, donc crise aiguë et période de résilience, réduction du coût et des prix. Globalement, le marché ressort avec un pouvoir d'achat réduit, ce qui n'empêche pas qu'il y a des segments premium. Le marché est toujours segmenté, il y a toujours du premium et du bas de gamme. Dimension plus humaniste, il y a une tendance, cool, on prend conscience de l'universalité de la condition humaine, mais ça s'atténue assez vite, après les gens oublient la période de crise. Innovation plus inclusive,
Voilà, c'est un petit peu différent de l'aspect prix. Il faut avoir des entrées de gamme ouvertes à tous. Restauration de la confiance. Une partie n'est pas technologique dans ces innovations. C'est des innovations qui redonnent confiance de prendre l'avion, d'acheter un véhicule, d'aller en loisir. Les gens ont eu tellement peur qu'il y a une dimension confiance. Ils viennent vers des entreprises qui génèrent la confiance et qui la démontrent. Rapidité, vous avez vu, c'est rapide. Par exemple, il y a des mesures qui sont prises parce qu'on est en post-confinement. Après, si le confinement est complètement relâché, ce qu'on a fait pour être à 2 mètres va être réduit. Donc, il faut être très réactif face à la reconfiguration. Aussi, il y a des orientations de la demande qui sont un peu des feux de paille et puis au bout de quelques semaines, ça disparaît, alors qu'il y en a qui sont de fond. Et c'est serrer les évolutions de fond de celles qui sont provisoires, c'est un travail important. Simplification, il y a une tendance globale à la simplification. C'est une façon de réduire les coûts. On simplifie des véhicules, on enlève un peu ce qui est superfétatoire, d'avoir tout un tas d'options alors que les gens ont moins de moyens. Donc on simplifie souvent les gammes. Combinaison de techno existantes, c'est très efficace, c'est rapide. Ça marche bien. Multi-initiative, alors l'innovation, elle vient de partout. C'est aussi un point, c'est que l'innovation au cœur de crise, elle est venue de toutes les fonctions de l'entreprise. Elle n'est pas venue spécialement des gens qui étaient fléchés innovation. C'est venu des gens de terrain, des gens qui étaient en contact avec les clients, qui avaient des demandes qu'ils ne pouvaient pas satisfaire, des gens de la supply chain. Donc il faut garder cet aspect, et on le voit, on dit on coopère beaucoup, beaucoup. On remonte, on fait des maillages entre les responsables d'innovation et les gens de terrain pour travailler ensemble de façon rapide et opérationnelle. Coopération élargie, tout le monde coopère plus. Vous avez vu des coopérations qui n'étaient pas toujours attendues entre des réseaux de distribution, entre des producteurs et des gens de la distribution, entre PSA et la FNAC. Enfin, ça, c'est pas que tendance, c'est que c'est un bon moyen de remonter rapidement en ayant un contact élargi avec les clients et leurs nouveaux besoins. Donc, pour ces innovations-là, il n'y a aucun temps à perdre. Elles ne sont pas du gâchis puisque ça permet directement d'être connecté à l'augmentation de l'activité de l'entreprise. Donc, pas de raison d'attendre. Maintenant, on va aborder d'autres types d'innovations qui sont aussi actuellement lancées, qui vont être, alors, innovation à moyen long terme. On n'est plus dans l'adaptation, optimisation de l'existant en le mettant au mieux possible en phase avec la sortie, parce que c'est ce qu'on produit, c'est ce qui fait le chiffre immédiat. Là, c'est la conception des gammes nouvelles, la gamme qui va être la gamme de sortie de crise. Typiquement 3-5 ans, mais parfois moins, ça dépend des secteurs. Il y a des secteurs où 3-5 ans c'est très long, il y en a où c'est pas long. Alors quel est le but ? C'est de répondre aux nouvelles attentes de la société. Offre plus écologique, on a une forte contrainte écologique, économie circulaire, plus inclusive, plus forte valeur ajoutée humaine, équilibre. On a vu le digital a pris beaucoup de place pendant la crise, mais c'était du digital imposé. En sortie de crise, on revoit l'équilibre digital-monde réel. Bénéficier du meilleur du digital et du meilleur les gens ont besoin de contact terrain, de vie, donc il faut mailler les deux. Il faut le faire bien, ça varie selon le secteur pour être en phase. Alors là, on revient vers des programmes plus structurés de R&D, parce que pour faire tout ça mieux que l'existant, il faut repartir en R&D, intégrer des technologies nouvelles externes. C'est généralement pas des programmes à long terme, puisque l'horizon c'est 2021, 2022, 2023, nouvelle gamme. Alors, la nouveauté principale, c'est qu'il y a des possibilités de financement public importants via les programmes de soutien à la reprise de l'activité économique. Ça, c'est une nouvelle donne très importante. Dans beaucoup d'entreprises plutôt grandes, on ne pensait pas tellement au soutien public pour les programmes d'innovation. C'était vu comme des choses dédiées, c'était le cas, dédiées start-up, dédiées PME, dédiées centres de recherche. Là, maintenant, il y a des programmes multiples qui sont générés et payés par les États. Ils ont imposé l'arrêt de l'activité, donc en compensation, ils soutiennent, ils lancent des appels à projets qui commencent à venir, mais il y en aura encore beaucoup plus à la rentrée. Et donc, il y a besoin d'être proactif pour aller chercher l'argent qui est prévu par ces programmes, certains font plusieurs centaines de milliards. Donc, dans les années qui viennent, la grande partie des programmes d'innovation des R&D seront financés par les États. Et donc, il faut se préparer à l'avoir. Mais pour les responsables d'innovation, c'est une recette, c'est-à-dire qu'on obtient des contrats. On obtient un contrat sur l'avion zéro carbone horizon 2035, on obtient des contrats sur l'énergie embarquée, les nouvelles piles, on obtient des contrats sur l'hydrogène, etc. Donc là, on est sur quelque chose qui est donc moyen-long terme
ça dépend des entreprises, certains c'est moyen, pour l'autre c'est long. On retombe sur les coûts usuels des programmes structurés d'innovation. Il y a un programme de recherche-développement structuré, le prototypage, etc. Il faut valider, il faut optimiser, il faut lancer. Donc intégration de technologies nouvelles, y compris externes, mais nouvelle donne, possibilité importante de financement public de l'innovation via les programmes de soutien à la reprise. Alors l'impact est important parce qu'il va déterminer la croissance et les marges à moyen terme. Vis-à-vis de la communauté financière, il détermine aussi le goodwill des entreprises, ressortent avec des projets. Vous avez des projets de véhicules électriques nouvelle génération, chez Volkswagen, chez PSA, etc. Aujourd'hui, les véhicules électriques, bon, c'est bien, ils sont électriques, mais ils ne sont pas très performants, ils coûtent très cher, ça oblige à des aides publiques énormes. La génération suivante marquera un décalage. Donc, il faut le préparer maintenant. Voilà. Donc, en termes économiques, il y a une nouvelle donne qui est cette possibilité de financement public. On a vu des entreprises qui déjà estiment que 60-70% de ces programmes bénéficieront d'investissements publics. Et c'est pas des prêts, c'est des achats, c'est des appels à projets. Mais des appels à projets supposent qu'il y ait projets, donc il faut préparer ces projets, il faut suppose de les gagner face à d'autres qui sont sur le même terrain, des concurrents. Et puis des programmes européens, il faut des partenaires européens. Donc ces programmes-là sont importants. Le retour investissement est à moyen terme, un moyen-long terme, mais il y a une partie compensation de l'investissement réalisé par le financement public. Alors, il est indiqué comme étant à plus long terme, ils sont engagés maintenant. Tous les programmes d'aide à la reprise et les grands programmes dits de relance, ils débouchent sur le deuxième semestre 2020 actuel. Il y en a qui ont déjà démarré et la plupart vont arriver fin de l'été, septembre, octobre. Il est vital pour les entreprises d'être dessus. Si elles ne sont pas dessus, il y a ceux qui recevront beaucoup d'argent pour développer leur offre à moyen terme, et puis ceux qui ne l'en auront pas. Donc il y a un risque important de mettre en veille ces capacités d'innovation pour répondre à ces projets. Et puis, autre projet, alors là vraiment long terme, et très long terme. Avant la crise, on avait fait d'ailleurs un grand forum sur prospective innovation. On avait remis aux entreprises 150 études de prospective solides sur l'évolution des grands secteurs. Mais autant dire que le programme, l'excellente étude qu'avait fait Airbus, par exemple, sur perspective transport aérien 2050, en janvier, bon, il n'est plus à jour. Donc tout le monde recadre ses programmes prospectifs. Et là, pour le coup, on a tendance d'y voir un petit peu plus clair. Mais les États qui donc investissent lourdement, le programme de 750 milliards New Generation de la Commission européenne, programme franco-allemand 500 milliards, les programmes nationaux, programmes internationaux G7, G20, les programmes des agences spécialisées, énergie et tout ça déboule, ça se recoupe un peu, c'est encore un peu le fouillis au niveau de la... Mais les objectifs sont déjà bien affirmés et les montants d'argent aussi. Qu'est-ce qui ressort ? Il y a une demande de la société d'accélérer l'innovation. Exemple, les programmes zéro carbone. On les avait analysés, les programmes zéro carbone, ils étaient à horizon 2040, par exemple, pour les secteurs les moins carbonés, la grande distribution, tout ça, et ils étaient à 2050 pour ceux où c'est plus difficile, c'est-à-dire les gens de l'énergie, programme zéro carbone Total ou Shell, qui sont encore énormément sur le pétrole, 2050, c'est déjà délicat. Tous ces programmes sont rabattus à moins. L'exemple typique, avion zéro carbone, alors c'est pas d'hier qu'il y a des programmes de recherche-développement européens sur des avions décarbonés, Clean Sky, il y a déjà deux périodes, on a déjà mis plusieurs milliards de R&D. Là, on dit, oui, l'horizon 2050, avion décarboné 2050, on le ramène à 2035. Et on va mettre un peu plus de 10 milliards au niveau français, mais après, ce sera un programme européen. Donc, alors, il y en a, ça fait court. Si je prends cet exemple de l'énergie, l'Agence internationale de l'énergie a fait une communication toute récente en disant, attention, on annonce des visions zéro carbone. Aujourd'hui, aucune technologie disponible ou dans les tuyaux, en programme de TRL avancé, ne permet d'avoir un équilibre zéro carbone à horizon 2050. Donc si on veut tenir ces objectifs que la société réclame, et donc que les gouvernements relaient, il faut repartir en puissant programme de recherche-développement.
plus innovation. Donc programme structuré, technologie nouvelle, filière stratégique, supply chain plus autonome, consortium, coopération européenne, interorganisation. Là, on est dans le domaine des grands programmes. Je vous ai cité ceux qui sont... En plus, on peut essayer d'en profiter pour repositionner l'Europe au meilleur niveau mondial, dans l'électronique, l'informatique, les réseaux face aux GAFA, dans l'énergie embarquée, énergie embarquée face à la Chine, dans les médicaments face aux deux, dans ces grands secteurs, dans l'autonomie alimentaire, dans le secteur aérospatial, dans le domaine automobile. Donc là, il va arriver, ça a déjà commencé, des grands programmes de R&D, financement essentiellement public. De toute façon, il n'y a pas d'autre façon de le faire et c'est le retour pour relancer l'activité. Grand plan de relance. Et ces programmes, ils vont démarrer aussi sur le deuxième semestre 2020. Et donc, on a un alignement au niveau innovation, 2 programmes à court terme pour simplement pouvoir relancer l'activité, programme à moyen terme pour adapter l'offre le plus rapidement possible pour remonter en chiffre d'affaires et en marge. Sur la gamme nouvelle à moyen terme, celle qui va faire mieux que ce qu'il y a avant, mais pas encore zéro carbone, et ces programmes à long terme, 2030, 2035, 2040. Alors, ce sont des programmes d'un coût très élevé parce qu'ils sont de taille sans précédent. Ils ambitionnent de restructurer complètement une filière, voire de la créer, une filière hydrogène, une filière autre. Des avancées technologiques majeures sont entendues dans les produits, les services, la supply chain. Là, gros appel à projets, comment ça ? Alors là encore, il faut les gagner, il faut les préparer. Selon la stratégie de l'entreprise pour les domaines sur lesquels elle ne veut pas lâcher, où elle veut être partie prenante, où elle veut être leader, où elle veut avoir un écosystème autour d'elle, pour monter au créneau de ces grands projets, de la rentrée. Des coopérations européennes, oui, parce que des programmes seront européens, donc il faudra apprendre à coopérer avec des entreprises allemandes du Mittelstand, avec des centres de recherche et de technologie. Le financement sera public. Je rappelle que dans le programme 750 milliards, pas rien européen, plus de 500 milliards sont des achats et non pas des prêts, donc c'est vraiment de l'achat public. On assimile ça, enfin aux États-Unis on connaît ça, c'est de la vente en fait de recherche-développement à l'État. Aux États-Unis, c'est considéré comme une BU, comme une autre, qui doit être rentable. On fait de la programme de R&D pour des grands projets payés par l'État, à objectif à long terme. Dans un premier temps, si je prends le cas de l'avion zéro carbone, l'activité va venir de ce travail de recherche-développement impliquant beaucoup de monde, d'ingénieurs et tout. Dans un long terme, il se traduira par de la production, la réalisation de ces nouveaux produits. L'impact est clé sur l'avenir et la compétitivité des filières et sur... Alors, il y a un aspect long terme pour l'entreprise. L'objectif est à 2030, 2035, 2040, 2050. En revanche, les programmes vont démarrer dès maintenant. Donc, bilan de cette analyse détaillée. Si vous voulez, vous regarderez l'analyse pour mieux voir ces aspects-là et le renvoie à toute une série d'études avec les liens. Toutes les analyses d'acteurs très différents confirment le rôle fondamental d'investissement en innovation en contexte de crise. Là, bien sûr, il y a eu la crise, donc certaines entreprises... Alors, est-ce que beaucoup d'entreprises ont levé le pied sur l'innovation ? De notre enquête sur une centaine, on en a environ 15% qui ont dit chez nous, pour l'instant, on a pratiquement tout arrêté. C'est-à-dire qu'on a mis un peu en veille l'activité. Nous, en attendant d'y voir plus clair, en mettant sur d'autres. Et puis, il y en a 15% d'autres qui ont levé le pied, ils ont réduit... pas arrêté, mais ils ont réduit. Et puis les autres, 70%, les 3/4, c'est exactement l'inverse. Ils tournent à fond la caisse parce qu'il y a tout ça à faire. Tout ce que je viens d'évoquer, il y a des programmes à court terme, il y en a à moyen terme, beaucoup de coopération à l'intérieur de l'entreprise, avec des partenaires, de l'écosystème, de la supply chain, de la distribution. Donc, pour eux, la question ne se pose pas comme ça. Donc là, il y a peu de doute que couper le budget qui ne sont pas très élevés en innovation en ce moment, au-delà de la période de confinement absolu, c'est prendre vraiment un risque important. Et je ne citerai pas l'entreprise, mais un responsable m'a dit, là on me dit, on coupe, c'est contradictoire, il y a plein de choses à faire avec chacune des BU. En fait, on décide de réduire le débit d'eau pour faire de l'économie au moment où on est en train d'éteindre un incendie, donc je ne pense pas que ce soit une bonne décision. Et certaines entreprises voulaient qu'on analyse en détail pour voir s'il y a les justifications économiques et de retour sur investissement des programmes d'innovation dans la période actuelle. Donc là, cette avalanche de projets à faire, court, moyen, long, très long terme, fait que, effectivement,
c'est prudent de relancer assez rapidement les investissements en innovation, et notamment pour ne pas passer à côté des appels à projets. Alors la pose de la priorité de l'innovation au cœur de la crise, et là ça renvoie à l'étude, je vous montrerai de McKinsey, elle se justifiait parfaitement en période d'arrêt total, elle se justifie de moins en moins, surtout pas dans la période de résilience et de reprise de l'activité nouvelle. Hein. Donc, en ce qui concerne la crise actuelle, Covid-19, résilience et post-Covid-19, hein, il faut noter qu'on a surtout cette convergence économique déterminante du second semestre 2020. Ça pourra aller pour certains appels à projets jusqu'à début 2021, mais là, on a une période qui va être déterminante pour l'avenir des entreprises en termes d'innovation, parce que tout est au même moment avec des horizons à plus long terme, hein, tous les types de projets, et notamment le positionnement sur les projets innovants des plans de relance de la rentrée. Hein, alors il y a un risque compétitif, puisqu'on nous demandait de donner un avis, donc moi j'ai appelé l'étude, voilà, en période de sortie de crise, renforcer la capacité d'innovation et l'investissement le plus rentable, c'est partagé par toutes les entreprises qu'on a vues, enfin pour des gens qui sont actifs, pour d'autres, il y a d'interrogations sur quel niveau redémarrer maintenant. Donc voilà, je vous renvoie vers c'est une étude qui est en accès libre, hein, c'est une analyse avec des liens sur pas mal de choses. Vous pouvez réagir par rapport à ça, donc je vous remercie de votre attention. Voilà, merci.